Ce jour-là, elle retourna chez le professeur, les lunettes noires sur le visage pour cacher un œil gonflé. Et pour la première fois de sa vie, elle parla. Vraiment, elle raconta tout. Les humiliations, le contrôle, les restrictions d'argent, les insultes, l'isolement, les coups. Elle déversa des années de honte contenue. Et lui l'écouta sans l'interrompre. Puis, il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La tyrannie grandit comme une tumeur. Si on ne l'arrache pas, elle dévore tout. Ensuite, il fit une chose qu'il n'avait jamais faite avec personne. Il lui raconta son histoire. Il avait aimé profondément. Il avait eu une femme magnifique, issue d'une famille puissante, et un petit garçon qu'il adorait. Un jour, lors d'une sortie à la campagne, le drame avait frappé. Son fils, à peine âgé de 5 ans, s'était approché de la rivière. Une seconde d'inattention, une seule, et l'enfant s'était noyé. Après cela, sa femme et sa belle famille avaient eu besoin d'un coupable. Et ce coupable, ce fut lui. Ils avaient détruit sa réputation. Ils avaient fait courir le bruit qu'il était devenu fou, dangereux, maudit. On l'avait exclu, sali, enterré vivant. Pour la société, il était devenu le monstre idéal. Mais derrière cette réputation, se cachait un homme broyé par la perte, pas un assassin. Marina comprit alors que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on montre du doigt, et que les visages respectables dissimulent parfois les pires violences. La santé du professeur se détériorait. Il sortait peu, marchait difficilement, toussait davantage. Un jour, il tendit à Marina une enveloppe contenant la clé d'un coffre bancaire et les coordonnées d'un notaire. Il avait tout préparé. Elle refusa d'abord, choquée. Il insista. Il lui demanda une seule chose. Vivre. Vraiment vivre. Recommencer. Ne pas finir comme lui. Enfermé dans un tombeau avant l'heure. Pendant ce temps, Stas préparait un nouveau piège. Il décida qu'ils allaient s'installer dans une maison à l'extérieur de la ville, loin de tout le monde. Il lui annonça cela comme une bonne nouvelle, comme une décision prise pour son bien. En réalité, Marina comprit aussitôt ce que cela signifiait, l'isolement total. Plus d'échappatoire, plus de voisins, plus de témoins, plus d'air. Cette nuit-là, elle resta assise dans la cuisine, dans l'obscurité, à regarder les lumières de la ville. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été, à ses rêves, à sa peinture, à sa voix perdue. Puis elle comprit qu'elle avait encore une chance. Une dernière. Une seule. Au petit matin, pendant que Stas était sous la douche, elle prit une petite valise. Elle y mit ses papiers, quelques esquisses anciennes, presque rien d'autre. Pas de bijoux, pas de belles robes, pas les symboles de la prison, juste l'essentiel. Elle écrivit un mot sur la table, adieu, et elle quitta l'appartement sur la pointe des pieds. Elle traversa le palier, sonna chez le professeur. Lorsqu'il ouvrit, elle se tenait là, tremblante, avec son sac à la main. Elle n'eut qu'une phrase à dire. « Vous aviez raison. » Alors il s'écarta en silence et la laissa entrer. Ce fut le premier jour de sa nouvelle vie. Le divorce fut rapide, sale, violent psychologiquement. D'abord, Stas menaça de la détruire. Puis il supplia. Puis il tenta de la faire culpabiliser. Puis il se présenta en victime. Comme beaucoup d'hommes de ce genre, il supportait mal de perdre le contrôle plus encore que de perdre la femme. Marina, elle, ne voulait plus rien de lui. Ni argent, ni bien, ni souvenir. Elle voulait juste sortir vivante de cette histoire. C'est chez le notaire qu'elle apprit l'impensable. Le professeur lui léguait son appartement. Cet homme, que tout le monde traitait comme un fou, lui transmettait le seul bien qu'il possédait encore, comme on passe un flambeau à quelqu'un qu'on veut sauver du noir. Marina pleura. Elle essaya de refuser. Mais il ne lui laissa pas vraiment le choix. Pour lui, ce n'était pas de la charité. C'était un pari, un acte de foi. Il croyait en elle plus qu'elle n'avait cru en elle-même depuis des années. Peu à peu, Marina recommença à exister. D'abord modestement. Elle trouva un travail dans une galerie d'art. Puis elle donna des cours de dessin. Puis elle recommença à peindre. Au début, sa main tremblait, comme si les couleurs avaient peur de revenir. Mais jour après jour, les gestes se firent plus sûrs,
les toiles plus lumineuses, les paysages plus vivants. C'était comme si toute la souffrance accumulée se transformait enfin en matière, en lumière, en beauté. Le professeur, lui, s'éteignit quelques mois plus tard, doucement, pendant son sommeil. Sa disparition fut un choc immense. Marina perdit alors non seulement le voisin qui l'avait sauvé, mais la seule personne qui l'avait regardé ces dernières années, comme un être humain entier. En rangeant ses affaires, elle trouva un album photo. Sur l'une des dernières pages, une image ancienne. Une femme jeune et magnifique, un petit garçon riant au bord d'une rivière. Et lui, plus jeune, plus droit, plus heureux. Sous la photo, quelques mots écrits à la main. Ma vie, mon amour. Marina comprit alors toute l'ampleur de ce qu'il lui avait donné. Pas seulement un appartement, pas seulement une protection. Il lui avait offert un avenir parce que le sien avait été détruit. Il l'avait sauvé là où personne n'avait tenté de le sauver lui. Quant à Stas, il n'attendit pas longtemps avant de reconstruire sa façade. Très vite, il refit sa vie avec une femme plus jeune, plus docile, plus souriante sur les photos. Les réseaux sociaux montrèrent bientôt leur maison de campagne, leurs dîners, leurs vacances, leur bonheur impeccable. Cette fois, Marina ne ressentit ni colère, ni jalousie, ni regret, seulement une immense pitié pour celle qui prenait sa place dans le décor. Un soir, debout devant la fenêtre de cet appartement devenu le sien, Marina regarda la ville scintiller au loin. Sur son chevalet reposait une nouvelle toile, baignée de soleil, vibrante de vie. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait plus peur du lendemain. Elle n'était plus la femme parfaite d'un homme parfait. Elle était redevenue elle-même. Et parfois, la vraie délivrance ne vient pas de ceux qui brillent aux yeux du monde. Elle vient de celui qu'on vous a appris à craindre, de celui que tout le monde juge sans connaître, de celui qui, malgré ses blessures, trouve encore la force de sauver une âme en train de sombrer. Alors dites-moi, combien de vies, autour de nous, ressemblent à des contes de fées alors qu'elles sont en réalité des prisons silencieuses? Et combien de femmes restent enfermées simplement parce qu'elles n'ont pas encore rencontré la personne qui leur dira « Enfin, tu peux partir, tu peux vivre, tu vaux plus que cette souffrance. » Car parfois, une seule rencontre suffit à changer un destin. Et parfois, le véritable héritage n'est pas un appartement. C'est le courage de recommencer.